Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui ici au Quai Voltaire pour cette conférence sur la négociation, sur la sortie d'entreprise. Donc c'est une conférence qui est organisée par le groupe AgroDirigeants. AgroDirigeants est un groupe professionnel qui est dans la fédération Uniagro. Je rappelle juste brièvement pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour eux une des premières fois, Uniagro donc, est la fédération des associations de diplômés des 8 écoles d'agro publiques de France. Et il regroupe à peu près 75 000 ingénieurs agronomes diplômés. Dans Uniagro, donc, est une fédération qui offre un certain nombre de services, notamment un annuaire, une base de données, une revue, et qui organise des groupes régionaux, des groupes internationaux, des groupes professionnels. Et donc, AgroDirigeants est un de ces groupes professionnels. AgroDirigeants regroupe à peu près 1000 dirigeants d'entreprise ou anciens dirigeants qui sont assez souvent des gens qui rejoignent le groupe parce qu'ils sont en option de mobilité, qui se posent des questions sur ce qu'ils vont faire dans une deuxième partie de carrière. Donc AgroDirigeants, on organise des ateliers mobilité, un par mois, pendant toute l'année, sauf l'été, dans lequel vous pouvez évidemment nous rejoindre avec plaisir. C'est à 18h un lundi par mois. Et donc c'est un atelier qui va durer 2 heures, pendant lequel chacun va pouvoir exprimer un peu ce qu'il a envie de faire, ce qu'il envisage, et surtout de chercher des contacts, de demander un peu aux autres comment ils réagissent par rapport à son projet et quelles pistes de contacts et d'idées ils pourraient lui donner. Nous organisons également des conférences, à peu près 2 par mois. Celle-ci est la première de l'année. La deuxième aura lieu le 21 novembre. Elle sera sur le management intergénérationnel. Les thèmes des conférences sont choisis à partir des portes ouvertes que nous organisons également à l'automne tous les ans. Les portes ouvertes prochaines sont le 10 octobre. N'oubliez pas de noter cette date-là. Parce que si vous voulez effectivement suggérer le thème de conférence pour l'année prochaine, donc 2025, c'est l'année pendant la porte ouverte du 10 octobre qu'on va pouvoir discuter des différentes thématiques. Et puis nous organisons également un buffet de fin d'année qui aura lieu cette année le 5 décembre. Donc la conférence aujourd'hui qui nous rassemble est une conférence sur la négociation de départ d'entreprise. Elle s'adresse à la fois à des gens qui se posent la question de quitter leur entreprise, mais également à des managers qui sentent que certains de leurs collaborateurs sont en train de se poser des questions et qui voudraient finalement ce soir aussi un peu comprendre dans quel état d'esprit va se trouver leur collaborateur, comment réagir par rapport à ce départ qui est parfois qu'on peut retenir, enfin s'ils veulent essayer de le retenir, ou qu'on peut en tout cas accompagner de la meilleure façon. Et donc nous allons aborder les stratégies de négociation, un peu les indemnités légales, les indemnités possibles, quels sont les différents leviers de négociation. Nous allons également aborder la communication qui peut se faire pendant la négociation et après la négociation, avec notamment la gestion des émotions. C'est aussi un secteur, une partie vraiment importante de cette négociation de départ. Donc la conférence est retransmise en direct sur YouTube. Nous sommes ce soir normalement, nous allons atteindre à peu près une centaine de participants, entre ceux qui sont sur YouTube et ceux qui sont ici avec nous au Quai Voltaire. Les questions vont être reportées à la fin de la conférence. Donc vous pourrez poser vos questions directement pendant le chat et on reprendra les questions à la fin et on les posera. Également, on ajoutera les questions qui seront posées dans la salle. Avec moi ce soir, on va avoir donc deux personnes qui vont intervenir, 2 intervenantes. On va commencer avec Olga Koenig, qui est une ancienne DRH et qui est maintenant dans l'accompagnement des dirigeants de PME et de start-up, dans l'accompagnement RH, qui est également coach certifié et qui accompagne également collectivement et individuellement des personnes qui sont dans les problématiques RH. Et puis nous allons après avoir une présentation de la négociation qui sera faite par Juliette Piriou, qui me rejoindra ensuite, qui est avocate et négociatrice depuis 18 ans, qui exerce aujourd'hui en droit du travail avec une clientèle de cadres et de dirigeants, et qui a ce double cursus à la fois de droit et de négociation, mais qui est également coach certifié
et médiatrices et formatrices, etc. Voilà. Donc toutes les deux, de toute façon, nous redirons un petit peu plus précisément ce qu'elles font. Et on va passer à la première partie de cette conférence. Je voudrais tout de suite aussi remercier, et on le remerciera largement aussi à la fin, remercier Nicolas Viard qui est à la technique et qui vous permet notamment à vous tous qui êtes en ligne d'avoir une retransmission en direct et de pouvoir poser vos questions et d'avoir si vous ne pouvez pas assister à toute la conférence ce soir ou si vous nous rejoignez après ou si vous nous rejoignez que maintenant, en tout cas vous pouvez voir le replay du début en prenant le même lien Zoom. Voilà, donc on va commencer avec Olga. Alors, négocier son départ, en fait, Olga, de quoi parle-t-on exactement en réalité? Alors peut-être qu'avant d'aborder les sujets directs, je vais juste me présenter en 2 mots. Donc Olga Koenig, moi je suis diplômée de l'Agro Paris en 92 et j'ai fait l'essentiel de mon parcours en marketing puis en RH. En grand groupe, chez Nestlé, puis chez Danone, où je suis restée 17 ans, et puis dans d'autres entreprises. Et en fait, je suis indépendante depuis 3 ans maintenant, et je fais effectivement de l'accompagnement d'entreprises de toute taille sur des sujets RH et de coaching et d'équipes de direction et de management. Voilà, je mets mon... et en fait... donc c'est vrai que je pense que par rapport, et je vais le préciser parce que c'est important, c'est que par rapport à ce sujet, moi j'ai quand même été, j'ai appris la fonction RH chez Danone, qui est un groupe qui est réputé pour la qualité de ses ressources humaines. Et donc c'est vrai que ce que je vais vous dire, vous n'allez pas forcément pouvoir le réadapter directement à votre situation si jamais vous vous posez des questions. Mais en tous les cas, c'est vrai que j'ai des réflexes plutôt de grands groupes et ça m'aide quand même beaucoup dans la compréhension de situations individuelles des entreprises. Et le deuxième préambule que je voudrais mettre, c'est qu'en fait, on va parler de choses générales, mais que chaque cas est particulier. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir faire la part des choses entre une approche un peu générale et quand même voir dans quelle situation spécifique on se trouve, parce qu'on ne va pas pouvoir adresser tous les cas ce soir. Mais je pense qu'on va essayer de donner des grands principes. Donc, on parle de négocier son départ, effectivement. Et bien souvent, ce qu'on a en tête quand on parle de négocier son départ, c'est souvent une négociation financière. C'est-à-dire combien je vais pouvoir et combien je peux espérer obtenir en dehors au-delà des indemnités légales. Alors qu'en fait, pour moi, la première étape, c'est d'obtenir un accord de départ de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est pas gagné. Et combien de fois on entend des gens, moi j'entends des gens dire, ben voilà, j'ai demandé une rupture conventionnelle, elle m'a été refusée. Donc voilà, la première étape, c'est d'obtenir un accord sur son départ. Et puis effectivement, il y a une étape financière qui va venir ou pas se poser et on l'abordera largement ce soir. Et puis en fait, il y a quand même 2 situations différentes. C'est soit moi, je souhaite quitter l'entreprise, soit l'entreprise veut se séparer de moi. Et c'est pas tout à fait la même chose et on n'est pas toujours forcément dans la même posture. Enfin, les vents sont plus ou moins favorables selon l'endroit où on se situe. Je dis pas que c'est plus difficile de négocier son départ quand nous, on veut quitter l'entreprise, mais quand même, on n'est pas forcément en meilleure posture pour négocier dans ce cas de figure. Donc voilà, la situation n'est pas tout à fait la même des 2 côtés. Donc on peut quand même négocier son départ lorsqu'on souhaite quitter l'entreprise, on peut quand même négocier quelque chose. Oui, donc la première fois, bon, ça dépend quand même du contexte au global, mais je vais aussi mettre un petit point de vigilance ici, c'est que finalement, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, le sport national, c'est de négocier son départ. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste quand même la démission aussi, qui reste un outil de rupture du contrat de travail. Et que si on a un projet qui est suffisamment avancé, qu'on est clair sur la suite, mais qu'on va s'empêcher de partir parce qu'on espère négocier contre quelque chose, alors tout dépend de son ancienneté, du contexte, etc. Mais en fait, l'entreprise va vous dire, ben voilà, tu veux partir, démissionne. C'est souvent le point de départ d'ailleurs des discussions. Donc en fait, voilà, tout dépend aussi d'où on en est dans son projet professionnel. Est-ce qu'on est clair ou pas sur la suite? Et puis, il y a un deuxième contexte qui est qu'on n'est pas tout à fait dans le même état pour envisager un départ quand on est
bien qu'on a éventuellement un projet que quand on est en souffrance parce qu'on est peut-être victime d'un épuisement professionnel, peut-être en voie vers un burn-out, peut-être qu'on a l'impression d'être harcelé. Et donc, voilà, la situation peut favoriser une négociation dans ce cas de figure, mais il y a aussi des process qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire que dans ce cas de figure, on peut potentiellement faire appel d'abord à la médecine du travail, ou en tous les cas en parler au médecin du travail, et on oublie souvent ce levier parce qu'on n'a pas forcément une bonne image de la médecine du travail, mais je dois dire que moi, dans mon parcours et dans mon expérience, j'ai croisé beaucoup plus de bons médecins du travail que de mauvais médecins du travail, donc je pense que c'est un tiers qui peut commencer à aider aussi à prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Il y a aussi, si vraiment ça ne va pas du tout, avant même d'envisager de partir, c'est parfois bien de se faire arrêter par son médecin. Donc j'en parle aussi de façon très tranquille, mais ça permet aussi de protéger sa santé, parce qu'en fait, si on n'est pas en bonne forme pour entamer un départ, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que voilà, il y a différentes solutions potentiellement quand il n'y a pas d'urgence absolue. Il y a différentes solutions pour préparer les choses de façon un peu plus tranquille. Et alors, l'autre cas, lorsque c'est l'entreprise qui souhaite nous voir partir, est-ce que dans ces cas-là, dans quel état est-on pour négocier ? En fait, c'est pareil, tout dépend du contexte. Si vous savez que ça peut servir l'entreprise parce qu'en termes d'organisation, ça peut libérer un poste, ou bien parce qu'il y a de toute façon à terme une réduction d'effectifs à prévoir, etc. Oui, on peut tout à fait négocier son départ. C'est sûr qu'on est en meilleure posture pour négocier quand on a un dossier qui est nickel. C'est-à-dire que si effectivement on a des évaluations précédentes où on a régulièrement pas eu son bonus, pas atteint ses objectifs, ou qu'on a 2 avertissements aux fesses, c'est un peu plus compliqué potentiellement de négocier son départ que quand finalement on est dans une situation où on a relativement bien fait son job, mais il y a d'autres éléments de contexte qui font que on souhaite partir, et donc potentiellement, on va pouvoir aussi négocier un départ. Mais en fait, moi j'ai vu vraiment tous les cas de figure. Parfois, quand on est face à un salarié dont on sait que la performance n'est pas forcément au niveau, on va être content le jour où il va venir en disant en fait, je crois que je me sens plus tellement à ma place, et finalement, est-ce qu'il serait possible d'envisager un départ, parce que c'est toujours plus soft que de partir dans un licenciement pour insuffisance ou des choses un peu complexes. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse générale, mais dans l'ensemble, ça vaut le coup de voir s'il y a des choses effectivement à aller négocier. Et alors là, en prenant du coup ta casquette d'ancienne des RH, ou aujourd'hui aussi d'accompagnement RH, quelle est la position de l'employeur bien souvent dans ces cas de figure, justement, face à quelqu'un qui veut négocier ? Alors en fait, je pense que le premier élément qui est clé, c'est la situation relationnelle en interne et la capacité qu'a l'entreprise à comprendre la situation individuelle de la personne qui souhaite partir et ses besoins. Et effectivement, moi je viens d'univers où en tous les cas j'ai une posture quand je suis DRH et que je dois négocier un départ d'ouverture, de compréhension, parce qu'en fait quand quelqu'un veut partir, en fait il faut essayer de comprendre pourquoi il veut partir et faire cet effort-là. Mais il y a aussi beaucoup de contextes dans lesquels ça n'est pas le cas et on a l'impression que la RH ne sert à rien parce que c'est quand même un métier qui a pas forcément bonne presse et on a un manager qui est pas très à l'écoute. Donc voilà, c'est vrai que si on a une habitude relationnelle qui est relativement saine, où il y a une habitude d'entretien annuel, où il y a des choses qui peuvent s'exprimer, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on va pouvoir anticiper, dire plutôt que finalement on ne trouve pas forcément son compte dans ce boulot, qu'on nous a vendu un job et que ce n'est pas forcément celui qu'on occupe au quotidien, ou bien qu'on nous a promis des choses et qu'elles n'ont pas été... dans la réalité, ça ne s'est pas produit. Donc c'est vrai que la situation interne et la capacité à dire les choses et à poser les sujets, elle va être déterminante. Parce qu'à un moment donné, il va falloir en passer par là. Il faut aussi que vous sachiez qu'en fait, en termes de négociation financière, l'entreprise, elle va
toujours se baser par rapport au risque prud'homal. C'est-à-dire que si je dois négocier avec quelqu'un qui souhaite partir ou que l'on veut voir partir, et depuis quelques années, ce risque il a été assez cadré par le barème Macron. Je pense que Juliette reviendra là-dessus un peu plus tard, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais moi, ça va être un peu mon guide de négociation. C'est-à-dire que d'abord, ma conviction profonde, c'est que un départ, c'est une expérience collaborateur importante et qu'il faut que chaque partie se sente respectée. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait prête à envisager des départs, mais à condition d'avoir les moyens de faire les choses correctement, de comprendre la situation de la personne, de savoir potentiellement quelle est sa situation de famille, quels sont ses enjeux financiers, quel est tout le reste pour faire les choses de façon respectueuse. Mais en tous les cas, globalement, je vais plutôt m'en référer au risque prud'homal. Et c'est vrai que dans ma stratégie de négociation, si je sais que c'est une personne qui a, je dirais, je sais pas, une douzaine d'années d'ancienneté, je vais avoir en tête globalement qu'au prud'homme, il aurait... Alors les barèmes sont très clairs, hein, donc en fonction du nombre de salariés et des années d'ancienneté, on a une fourchette de mois, mais globalement, si je me dis que au prud'homme, la personne aurait, je sais pas, 10 mois de salaire potentiellement, bah, je vais sans doute proposer moins, en me disant, au final, si on signe à 6-7, c'est bien, parce que c'est 6-7 tout de suite pour la personne et de façon relativement soft, alors que les prud'hommes, c'est potentiellement dans 2 ou 3 ans, si la personne gagne. Donc en fait, c'est bien souvent, il vaut mieux prendre une proposition plus faible que ce qu'on pourrait gagner au prud'homme, parce qu'on n'est jamais sûr de gagner, on ne sait jamais sur quel juge on va tomber. Donc voilà, peut-être que Juliette reviendra là-dessus un peu plus tard. Et donc c'est vrai que je vais ouvrir les négociations en disant, je sais pas, je te propose 3-4 mois, en sachant que j'ai moi une marge de manœuvre de progression, et la personne qui sait qu'elle peut avoir 10 mois, elle va peut-être démarrer à 18. Et voilà, mais très souvent, enfin voilà, ça dépend, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a une stratégie de négociation et que globalement, moi, mon cadre, ça va être le risque prud'homal. Alors, en termes de séparation, il y a différents cas de rupture de contrat de travail. Je pense que Juliette reviendra là-dessus également. Mais quand c'était, jusqu'à il y a peu, en tous les cas, c'est vrai que moi j'avais tendance à privilégier la rupture conventionnelle parce que je trouve que c'est soft et on n'est pas obligé de s'écrire des trucs qui sont un peu durs. Mais comme ça change récemment et que la carence France Travail devient très longue avec la rupture conventionnelle, c'est vrai que cadrer ça autour d'un licenciement, c'est très bien. Ça peut, dans de nombreux cas, c'est souvent la bonne solution. Mais donc il y a cette question qui va se poser, c'est comment on se sépare, quelle va être la forme de la rupture du contrat de travail. Très souvent, un départ, ça nécessite un recrutement. Donc c'est aussi pour l'entreprise, c'est un peu un double problème, ou un double sujet. C'est je vais devoir être dans une négociation de départ, mais je vais aussi devoir recruter sur le poste. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Et puis il y a un point très important à prendre en compte une fois qu'on est calé sur les éléments, sur la façon dont on va se séparer, c'est la communication qui va être faite au sujet du départ. C'est-à-dire en interne, c'est qui communique quoi, à qui et à quel moment. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime toujours cadrer en amont aussi, en marge des négociations, parce que c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on va raconter qui respecte tout le monde, sans forcément dire toute la vérité, parce qu'on n'a pas toujours intérêt à dire toute la vérité. Mais un départ, ça a aussi un impact potentiellement sur le reste des collaborateurs. Ça, il faut jamais l'oublier. Et donc, c'est important de se caler sur cette communication. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à laquelle je suis de se caler ensemble, en fait. Et de se caler ensemble. Avec le salarié qui... Absolument. Oui, pour moi, ça fait partie de la négociation. C'est qu'est-ce qu'on va communiquer, quand, à qui, comment, quelle est la séquence. Souvent, la personne va vouloir prévenir sa propre équipe d'abord, et je trouve ça tout à fait légitime. Est-ce qu'il ou elle le fait en collectif? Est-ce qu'il le fait en individuel? Je pense qu'il faut laisser le choix. Franchement, la personne sait ce qu'elle a à faire, et puis après, voir comment on communique de façon plus globale au reste de l'entreprise. Et potentiellement aux partenaires externes, quand il y a lieu. Alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite négocier son départ ? Le premier conseil, c'est d'anticiper le plus possible les événements. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose, dès lors qu'on a envie de partir ou qu'on se sent pas bien sur son poste et que
soit on a un management qui va pas bien. Enfin bref, c'est de pouvoir poser les sujets assez rapidement, de pouvoir le dire à son patron, le dire potentiellement au RH si c'est possible, le dire au DG si on est dans une structure courte, mais en parler parce qu'en fait, très souvent, parler de la situation dans laquelle on est, parler de ses projets, de ses aspirations, de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien, de ce qu'on vit au quotidien, de l'éventuelle dégradation de la relation de travail. C'est vrai que si on peut poser ça, c'est bien, parce que déjà, on peut, en fait, ça donne l'opportunité à l'entreprise d'envisager d'autres solutions qu'un départ. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses où on peut satisfaire la personne autrement qu'en aboutissant à un départ. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelqu'un qui part, c'est aussi une expertise qui s'en va. On a investi en formation dans la personne connaît parfaitement bien les process, etc. Et donc c'est parfois dommage de laisser la personne partir. La deuxième chose, c'est en fait moi je conseille vraiment de se faire accompagner par un tiers de confiance. Et pour moi, c'est un avocat de préférence qui aura l'intelligence relationnelle adéquate et qui prendra en compte votre situation professionnelle et qui surtout va gérer tout l'aspect émotionnel. Parce que même si on veut partir, il va y avoir quand même un moment de négo, d'accord sur la suite qui est quand même dur, même quand on a envie de partir, et que finalement ça peut être un soulagement de savoir qu'on va partir, mais il y a toute une partie émotionnelle qu'il faut surtout pas négliger, d'autant que si on se met d'accord autour d'un licenciement, on va devoir s'écrire des choses qui sont, même si on sait que c'est du théâtre, c'est quand même pas très agréable, et même si on est prévenu, c'est quand même, voilà, le formalisme est quand même un peu raide, et donc c'est chouette de pouvoir être accompagné parce que du coup on a un tiers externe avec qui on peut discuter. Et moi il m'est arrivé d'être dans une séparation à l'amiable avec un salarié et que pour autant il y ait un avocat dans la boucle, et c'est complètement ok pour moi. C'est pas parce qu'on fait appel à un avocat qu'on va rentrer dans le conflit. C'est vrai, enfin en tous les cas c'est communément ce qu'on peut penser. Je pense que Juliette va largement mais en fait, c'est pas du tout ça. Et à la oui. limite, d'ailleurs, une personne qui peut être un peu fragile émotionnellement, c'est encore mieux que ce soit son avocat qui prenne la main. Il va parfois être en direct avec l'avocat de l'entreprise. Et donc, en fait, les deux vont peser le dossier. Ils vont regarder ce qu'il y a de part et d'autre. Et ils vont se dire, en fait, voilà, ce qui est raisonnable globalement, c'est ça ou ça. Et donc, voilà. Donc, je conseille vraiment un accompagnement ou que ce soit éventuellement un coach, mais c'est vrai que la connaissance juridique ici est extrêmement précieuse. Donc vraiment, moi, j'encourage ça. Et puis, ce qui peut faciliter aussi un départ, c'est d'anticiper son propre remplacement, c'est-à-dire de commencer à réfléchir à quel serait mon backup si je partais. Est-ce que c'est quelqu'un de mon équipe? Est-ce qu'il faudrait recruter à l'externe? Est-ce que c'est quelqu'un de l'interne qui pourrait prendre ce job? Et c'est vrai que quand on a un salarié qui est en proposition autour de ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça ouvre des pistes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est un élément positif dans sa négociation, bien sûr. Absolument. Absolument. D'accord. Personnellement, est-ce que tu as déjà été dans des situations un peu similaires à ce qu'on est en train d'évoquer? Alors oui, moi ça m'est arrivé 2 fois. Et ça m'est arrivé, alors je vais évidemment citer aucune entreprise et je parle sous le sceau de la confidentialité que j'ai signé à un moment donné, mais donc je peux juste peut-être parler des enseignements que j'en ai tirés. Donc moi j'ai été une fois dans le cas où alors la situation managériale était en train de se dégrader et en 3 mois, je pense que j'ai frôlé le burn-out, j'allais bosser avec la boule au ventre, c'était assez horrible. Et d'ailleurs, si un jour, enfin si l'un de vous, l'une des personnes qui nous écoute est dans cette situation, ça peut aller très vite. Donc en fait, c'est important de voir que qu'on commence à aller pas bien et de réagir alors qu'on est encore en toute capacité à le faire et d'aller en parler, parce qu'en fait ça peut aller très vite et il y a une spirale d'estime de soi qui commence à se dégrader très vite, et c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on est face à moi, ce qui m'est arrivé, c'est un management extrêmement directif, et quand on me disait fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, très vite en fait quand je proposais quelque chose et qu'on me disait non, j'ai commencé par croire qu'en fait c'était moi qui étais nulle, donc voilà, ça peut aller très vite, et donc ça il faut pas que ça s'installe.
Donc moi j'étais dans ce cas où on m'a proposé de partir et même si c'était un soulagement pour moi, la forme avec laquelle ça a été fait a été un peu violente puisqu'on m'a proposé de signer des papiers dès le lendemain et je me suis dit en fait de toute façon c'est ma santé que je privilégie là et donc j'ai accepté de le faire dans ces conditions là et c'est ok et honnêtement a posteriori je suis heureuse que ce soit passé, enfin voilà, c'était bien comme ça pour moi. Et puis une fois où en fait j'ai demandé à partir parce qu'il y avait des changements organisationnels et que je savais qu'il allait être mon nouveau N+1, que j'avais pas tout à fait le même alignement des planètes avec cette personne et que je pense que j'avais pas tout à fait la même vision des choses. Et là je suis allée voir mon DG pour lui dire que je souhaitais partir. J'avais fait, enfin tous les signaux étaient ouverts, j'avais super bien bossé. Je savais que ça arrangeait la personne qui prenait le poste de mon N+1 de pouvoir repartir de son organisation sans moi dans le paysage. Et donc finalement, la négociation a été extrêmement facile, très respectueuse. Et voilà. Et donc en fait, ce que j'en tire, c'est que une fois, enfin ce que je peux partager, c'est qu'une fois cette période très tendue de négociation qui de toute façon prend quelques jours, quelques semaines, mais c'est assez éprouvant. En fait, une fois que les deux parties savent ce qui va se passer, il y a un vrai retour au calme et on peut de nouveau parler, travailler bien. Enfin voilà, l'enjeu, c'est assez vite d'avoir de la visibilité de part et d'autre, mais un vrai retour au calme. Et puis le deuxième enseignement pour moi, c'est surtout de bien partir et de bien finir, parce qu'en fait, le monde, d'abord pour l'estime de soi justement, d'avoir bien fait les choses jusqu'au bout. Et puis le monde est très petit et il faut absolument, on peut tout à fait retomber sur des personnes que l'on a côtoyées dans ces moments-là, plusieurs années plus tard. Et donc bien finir, c'est important pour soi et pour son réseau futur et pour les événements futurs. D'accord. Et alors pour embrayer sur l'autre volet de la conférence, qui était également de parler du manager qui va être face à un collaborateur qui souhaite partir, dans ce cas-là, si on souhaite se séparer de quelqu'un ou que quelqu'un demande à partir, qu'est-ce que tu aurais comme enseignement aussi à nous donner ? Alors, la première chose, c'est que être manager, c'est être le RH de proximité. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que c'est au manager, pour moi, qu'incombe la relation de travail au quotidien. Et cette relation, il faut la nourrir, il faut prendre soin de ses équipes. Et juste pour rappel, le rôle du manager, c'est de mettre ses collaborateurs en situation de réussite. Et donc ça passe par un dialogue quotidien, régulier, par de la proximité dans le management. Donc ça veut dire que normalement, on ne devrait pas, quand on a cette envie, cette posture, on ne devrait pas être complètement pris à la renverse par une demande de départ ou par, à un moment donné, une décision à prendre sur le fait de devoir se séparer de quelqu'un. Et donc être manager, c'est aussi être responsable des rituels managériaux. Donc souvent dans les entreprises, il y a des rituels d'entretien annuel, d'entretien biannuel, il y a bien évidemment l'entretien professionnel. Pardon. Et donc il y a différents éléments cycliques de la vie de l'entreprise. Et donc ce sont des moments d'échange importants. Il faut y accorder du temps. Il faut tracer les choses, c'est-à-dire qu'il faut écrire. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri qu'un truc parte en sucette et qu'on doive demain se retrouver au prud'homme. Et si on s'aperçoit que le dossier, qu'on n'a rien à reprocher à la personne, alors que tout le monde sait pertinemment qu'elle a fait du mauvais boulot, eh ben, on est un peu embêté. Donc, ça vient chercher le courage managérial. Et donc c'est vrai que il faut tracer des manquements. Je dis pas qu'il faut forcément coller des avertissements. C'est pas du tout ce que je dis, mais il faut quand même avoir un dossier où si quelqu'un de manière évidente ne fait pas bien son job, par exemple, il faut qu'on ait des éléments précédents qui étaient un peu annonciateurs de ça, parce que très souvent, moi, je me retrouve à devoir négocier un départ avec une personne dont on sait pertinemment qu'elle a mal bossé. Ça fait 25 ans qu'elle est là. Toutes ses évaluations annuelles sont absolument nickel. On lui a donné son bonus tous les ans, mais du jour au lendemain, parce qu'un patron change, il faut sortir. Et là, je sais que ça va nous coûter du pognon. Donc, c'est vrai que c'est aussi important. Mais plus que de tracer par rapport au risque, c'est surtout sans arrêt rappeler le cadre. C'est-à-dire un collaborateur qui sort du cadre, il faut le rappeler au cadre et potentiellement l'écrire en disant « on s'était dit que tu ferais ça, tu ne l'as pas fait, je te demande de le faire pourtant ». Enfin voilà, donc être manager, il y a une vraie responsabilité
qui incombe à ça. Et dans le cas où on doit se séparer de quelqu'un de son équipe, moi vraiment je conseille de se faire épauler par la RH, c'est-à-dire potentiellement d'annoncer la nouvelle, parce que je pense que ça fait partie du courage managérial, en disant écoute voilà, je pense qu'on va devoir se séparer pour telle et telle raison, et en fait pour tout l'aspect, le reste, je vais passer la main à la RH qui va s'occuper de ça, parce qu'en fait la personne ne va généralement pas partir du jour au lendemain, il va falloir quand même préserver la relation managériale, et donc c'est mieux qu'en tant que manager, à un moment donné, ce ne soit pas nous qui soyons à la manœuvre pour négocier, parce qu'il faut quand même continuer à bosser ensemble pendant un certain temps. Et donc, voilà, je pense qu'il faut pouvoir se faire épauler en interne pour ça. Et donc, quand on est dans un dialogue, le dernier point que je voulais dire, c'est quand on est dans un dialogue quotidien avec les équipes, c'est aussi le rôle du manager que d'anticiper, de repérer potentiellement les personnes qui ne sont pas bien, de comprendre ce qui se passe, de voir quels sont les risques de départ, d'en discuter, de voir s'il est possible de satisfaire les attentes des collaborateurs différemment, c'est-à-dire est-ce que c'est une évolution, est-ce que c'est... et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une attente salariale, hein, je ne parle pas de ça, mais essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas bien. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois d'autres moyens que la séparation pour voilà, remettre sur des rails quelqu'un qui a envie de partir. Voilà à peu près Très bien, ce que j'avais à dire. Merci Olga. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Je pense qu'il y aura des questions à la fois sur ce que tu as pu vivre et puis sur ce que nous a dit ce soir. On va passer la parole à Juliette. D'accord. Tu te mets où tu veux. Je suis censée regarder où? Bonsoir à tous. C'est bon pour le son? C'est donc la première fois que je parle dans un micro. Ouais. On met ok. Là. Ouais. Alors moi, j'aurais aimé que tous mes clients tombent sur une DRH comme Olga. Parce que franchement, avec des DRH comme ça, il n'y a plus de problème en France en relation en droit du travail. Je vais aborder deux choses avec vous ce soir, des points de droit du travail, parce que c'est important d'avoir des repères, en fait, qui sont simples. Et moi, je suis avocate, mais je suis négociatrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que les avocats, on n'est pas formés à la négociation. Et qu'on y va de façon intuitive. Et de façon intuitive, avec une société, enfin en France en tout cas, avec un ordre très hiérarchisé, c'est notre héritage sans doute royaliste, etc. On a l'habitude de l'abus de pouvoir. Et que du coup, dans l'imaginaire collectif, quand on parle de négociation, la première question qu'on se pose, c'est « mais je vais me faire avoir, qui va me planter un couteau dans le dos ?» Donc on a des réflexes de négociation dans la méfiance, qui par neurones miroirs, etc., entraîne la méfiance, et c'est l'escalade du conflit. Enfin, ça peut très facilement rentrer dans l'escalade du conflit. Et on a une vision assez binaire de la négo. Donc moi, j'ai eu envie de changer de métier déjà, et je me suis inscrite à un CAP cuisine. Et puis, je ne sais pas pourquoi, finalement, je suis repartie. Enfin, j'ai jamais arrêté d'être avocate, hein, je faisais les deux en même temps. Et puis, en fait, j'ai plongé dans l'univers de la négo. Je n'arrête pas de me former, et ce qui a amené plein d'autres formations, parce que ce que j'aime, moi, c'est intervenir dans l'entreprise au moment où le conflit se crée. Comme disait Olga, il faut parler le plus vite possible, parce qu'on pense à la séparation, et nous, c'est dommage, parce que dans nos cabinets, on a des gens contraints. Bon, déjà, je sais que vous n'aimez pas venir voir un avocat. C'est compliqué de voir un avocat, on croit que ça va nous coûter extrêmement cher, et donc c'est vraiment la dernière chose qu'on va voir au plus tard, et c'est dommage, parce que parfois les dossiers sont plantés avant même qu'ils aient commencé, et deux, alors peut-être qu'on n'a pas tous le même mindset, mais moi j'interviens de plus en plus maintenant en entreprise pour faire de la médiation collective, du coaching d'équipe, du relien, etc., de la formation à la communication, parce que ce qui est terrible, c'est que dans mes dossiers, je dois avoir 90% de souffrance au travail, des burn-out, qui impactent le corps, la vie de famille, enfin c'est compliqué, ou des boîtes qui sont compliquées, que vous connaissez aussi, je crois, très bien, pour avoir certains de vos collègues au cabinet. Et pourquoi je vous disais ça? J'ai perdu mon idée. Oui.
Et donc, il faut prendre les choses le plus possible en amont parce qu'on peut réinstaurer du dialogue et on n'est pas obligé de se séparer. C'est ça l'idée. Alors, on parlait tout à l'heure du mode de rupture de contrat de travail. Il faut être très au clair là-dessus. Il n'y en a pas 1000. Il y a le licenciement, la démission, la rupture dont on a un petit peu parlé, la rupture conventionnelle, la demande de résiliation devant le Conseil de prud'homme. Donc le Conseil de prud'homme n'est pas un gros mot, c'est envisageable, ça peut faire partie d'une stratégie de départ d'ailleurs. Et enfin la prise d'acte. La prise d'acte devant le Conseil des prud'hommes, c'est très dangereux, et c'est quelque chose un warning que je mets tout de suite dessus. La prise d'acte, c'est l'autodémission, c'est-à-dire je m'en vais de l'entreprise, je saisis les prud'hommes, et je vais faire requalifier ça en licenciement, en estimant que l'employeur a tellement violé mes droits de salarié que finalement il y a eu rupture de leur fait. Il faut faire très très attention parce que c'est très largement requalifié en démission, parce qu'on qualifie ça d'auto-licenciement, c'est un petit peu compliqué. Et la demande de résiliation, c'est un peu la même chose, sauf qu'on reste, on est dans le lien du travail, donc c'est compliqué. À moins d'être en arrêt maladie, il faudra être en arrêt maladie très longtemps, et sur un plan éthique, après, c'est aussi un petit peu compliqué parce que c'est la collectivité qui prend ça en charge. Comme les délais sont longs devant les prud'hommes, donc la résiliation, c'est on saisit les prud'hommes pour dénoncer une violation des règles très importante de l'employeur qui devrait nécessiter un licenciement au tort de l'employeur. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de toutes les ruptures. Je vous ai mis en annexe pour que vous puissiez repartir avec une idée la plus exhaustive possible. Quelle rupture donne quoi? C'est-à-dire qu'une démission, sauf si elle est légitime, il y a des conditions très particulières, ne donne pas droit à des allocations de retour à l'emploi. La rupture conventionnelle, si. Le licenciement, oui, sauf faute grave. Bref, vous verrez l'annexe tout à la fin là-dessus pour avoir un tableau un peu exhaustif. On parle beaucoup de rupture conventionnelle et très souvent mes clients viennent me voir pour dire « je veux partir, je veux signer une rupture conventionnelle, comment je fais ?» Alors moi, en tant qu'avocate, c'est simple, je n'aime pas la rupture conventionnelle, je déteste la rupture conventionnelle. Pour moi, et je ne parle pas des entreprises où Olga a travaillé, pour moi, c'est pour l'employeur une bonne façon de se séparer tranquillement de son salarié, sans risque prud'homal derrière, puisqu'on ne peut pas contester, une fois qu'on a signé une rupture conventionnelle, on ne peut pas contester la rupture du contrat. On pourra contester l'exécution du contrat et la forme de signature, mais bon, c'est plus touchy. Donc moi, je dis toujours non à la rupture conventionnelle, sauf dans une condition, si vous avez immédiatement retrouvé un boulot derrière. La principale difficulté de la rupture conventionnelle, c'est que vous aurez le droit au minimum à l'indemnité légale. L'indemnité légale, c'est quoi? On vous donne, en proportion de votre ancienneté, 25% de moyenne de vos salaires bruts par année d'ancienneté à minima, puisque c'est l'indemnité légale. Puis après 10 ans, c'est 33%. Au-delà de ça, ça va entraîner des carences Pôle emploi. La carence Pôle emploi, c'est un décalage dans le règlement de vos allocations de retour à l'emploi. Sauf qu'elles peuvent être très vite énormes, et vous vous retrouvez 5 mois, parce que la carence Pôle emploi est de maximum 5 mois pour cette carence spécifique, mais il faut rajouter les congés payés, etc., on le verra après. Et vous vous retrouvez, donc la rupture conventionnelle dans ces conditions, si on vous paye plus que l'indemnité légale, eh ben c'est très bien pour Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, c'est très bien pour eux, c'est très bien pour la collectivité, mais c'est eux qui ont les sous, parce que sauf à ce que vous bénéficiez du chômage pendant tout le temps, donc les 2 ans pour quand on a cotisé déjà 24 mois, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant, c'est intéressant que pour Pôle emploi. France Travail, il faut vraiment que je m'y mette, ils ont changé de nom dernièrement et j'ai du mal. En plus de ça, il faut comprendre que très souvent, vous avez des conventions collectives et que les conventions collectives, parfois, prévoient des conditions supérieures. Or, c'est souvent, Syntec, etc., à 30% par année d'ancienneté. Et la différence entre la légale et la conventionnelle va générer déjà de la carence. Donc même sur une rupture conventionnelle RICRAC, il y aura déjà de la carence. Donc la carence, pensez à la réserver parce que vous avez déjà signé votre prochain emploi, que vous n'avez pas besoin de Pôle emploi entre les deux. Souvent aussi, on me dit je veux une rupture conventionnelle, je n'en peux plus, ils sont venus assez tard, je n'en peux plus, il faut que je sorte. Et donc c'est pas une négociation de départ, c'est une fuite. C'est je veux préserver ma santé mentale, et ça je peux le concevoir, ça peut être une priorité.
Mais par contre, c'est souvent une fuite. On préfère à minima et partir tout de suite. Sauf qu'il y a plein de stratégies à mettre en place. Et surtout, quitter un emploi dans ces conditions, c'est très compliqué. On pourrait en parler très longtemps, et je pense qu'Olga pourrait en parler très longtemps. Quand on n'a pas préparé sa sortie et son renouveau, si déjà on n'était pas bien, si déjà on était en pré-burnout, voire en burn-out, ou en souffrance au travail par des managements toxiques ou des demandes de performance hallucinantes, ou voilà, mais vous allez craquer. Et là, moi, je vois beaucoup de gens qui craquent, d'où le fait que j'ai fait du coup après plusieurs trucs en coaching, en machin, parce que j'avais besoin d'outils pour pouvoir aider mes clients à passer d'un état à un autre. Parce que c'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est de faire traverser une crise. Négocier un chèque, c'est... Voilà. Moi, ça fait 20 ans que je suis avocat, il y a un moment, c'est limité. La deuxième chose à avoir en tête... donc, on a parlé de la carence Pôle emploi, France Travail, qui est donc triple. Il va y avoir vos congés payés qui vont rentrer dedans. Mais malheureusement, un jour de congé payé n'entraîne pas seulement un jour de carence. C'est un calcul compliqué sur votre salaire de référence, mais dès qu'on gagne un petit peu d'argent, un jour de congé payé va entraîner beaucoup plus de carence. Donc l'idée, quand vous négociez votre sortie de poste, c'est de dire tous mes jours de RTT et mes jours de congé payé, je veux les prendre pour prolonger ma sortie, pour que le jour où ça s'arrête, il n'y ait pas ce pécule qui va rentrer dans la carence Pôle emploi. Je ne vous ai pas parlé du dénominateur, c'était quand vous avez une différence, tout ce qui est supralégal, donc au-dessus de l'indemnité légale, vous le divisez par 107,9, ça vous donnera un nombre de jours. Et ça sera votre délai de carence. C'est écrit dans la slide d'avant, j'ai oublié de vous le préciser. Il y a aussi le compte épargne-temps. Donc là, France Travail nous fait... parce que dans le compte épargne-temps, soit il y a vos congés payés, mais il y a aussi vos RTT. Le France Travail, en mépris total de la loi, comptabilise vos RTT ayant une nature salariale comme étant une carence, alors qu'elle n'a pas le droit. On a des rescrits administratifs là-dessus, mais elle continue de faire ça. Et le jour où un salarié ira jusqu'au Conseil d'État pour leur dire « c'est pas bien », voilà. Donc ils continuent à faire ça, ils cherchent des sous là où ils peuvent, mais donc pensez à vider vos CET avant de négocier votre départ. Et vos CET, il ne faut pas qu'ils apparaissent sur vos 2 derniers mois si vous les soldez en sous, parce qu'ils vont être pris dans votre carence. En tout cas, France Travail est connu pour ça. Quoi qu'on ait enregistré, il ne faut peut-être pas que je dise trop de choses. Mais alors justement, à ce sujet, je crois qu'il y a eu une toute petite coupure sur la slide. Alors c'était celle-là, je pense. C'est ça, Nicolas? La toute première, c'était au tout début. Okay. C'était la présentation au départ. Bon, je sais. Différents modes de rupture. Bon. Oui, éventuellement. Voilà. Donc il y a ça à avoir en tête. Donc carence, on a parlé du CET, des congés payés, la carence de tout ce qui est supralégal qui est maintenant limitée à 5 mois maximum. Et 75 jours quand c'est des licenciements économiques, mais ça c'est autre chose. Et la clause de non-concurrence. N'oubliez pas que si vous avez une clause de concurrence qu'elle n'a pas été levée avant votre sortie de poste, vous n'aurez pas d'ARE parce qu'ils vont les comptabiliser en carence. Donc voilà. Quand on discute de son départ, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de somme brute ou de net? Moi, mes salariés me disent, je leur dis combien vous me gagnez, ils me répondent en salaire net, parfois avant impôt, parfois après impôt. En droit du travail, on calcule tout avec des sommes brutes. Ou en tout cas, il faut le dire. Et puis des moyennes où on proratise les bonus, etc. En tout cas, il faut se mettre d'accord parce que très souvent, à la fin de la négo, on me dit, moi j'ai négocié tant. Puis quand je prends contact pour mettre en accord les choses, en fait, il y en a qui parlaient en net, d'autres en brut. Bref. Donc, il faut être très clair sur de quoi on parle. Tout à l'heure, Olga nous a dit on regarde un dossier se mesure à son risque prud'homal en tant que DRH. Moi, en tant qu'avocate, c'est de la même manière que je regarde le dossier parce que je sais très bien qu'en face, l'employeur va prendre un avocat et que cet avocat va conseiller l'employeur à l'aune du risque prud'homal. Le risque prud'homal, il est assez normé aujourd'hui grâce au barème Macron que je vous ai mis en annexe pour que vous ayez une idée bien précise de ce à quoi vous pourriez prétendre. Mais il n'y a pas que ça, parce que pour arriver ou pas à une condamnation prud'homale éventuelle, l'idée c'est de se dire, là je vais négocier mon départ parce que j'ai un manager toxique, parce que je suis en surcharge de travail, parce qu'on n'a pas pris soin de moi, je suis en burn-out, etc. Je finis jusqu'au bout de cette idée-là, sinon je vais la perdre.
Et c'est de dire, si ce dossier, si je ne négociais pas, et donc que j'allais au Conseil des prud'hommes, combien je pourrais obtenir devant les conseils de prud'hommes. C'est ça le risque prud'homal, d'accord ? Moi, je ne vais plus devant les prud'hommes. Je n'aime pas trop les prud'hommes. On est enregistré, donc je ne dirai pas trop de choses non plus. Sachez que les conseillers prud'homaux, pour certains, sont des gens, enfin, ils sont des gens très bien, mais je parle de leurs compétences. C'est pas des juges. Hein, ils n'ont pas fait l'École nationale de la magistrature. Donc, quand ils ont eu plein de mandats, ils s'y connaissent super bien en droit du travail, et puis parfois pas. Voilà. Et puis, ils ont aussi beaucoup trop de travail et pas les moyens. Donc, quand on voit aussi parfois, malheureusement, certaines décisions, même de juges professionnels, et ils le disent eux-mêmes, ils n'ont plus les moyens de rendre la justice. Donc, on attend des années et on a des décisions parfois inquiétantes, mais on ne peut pas leur demander de faire un travail de qualité quand ils n'ont que 20, je crois, minutes à accorder un dossier en réflexion. Bref. En attendant, pour avoir un risque prud'homal, il faut pouvoir prouver des choses devant les prud'hommes. Tout ce qui n'est pas prouvable n'existe pas. Donc quand on me dit, moi on me fout une pression dingue, on m'a enlevé du staff alors que j'ai demandé à être staffé, etc. On m'avait promis ceci et que c'est là, je dis d'accord, moi je vous crois à 100%, est-ce que vous avez des éléments ? Parce que si c'est contesté, j'ai rien à amener au Conseil des prud'hommes. Donc, avant toute chose, ménagez-vous des preuves. Quand ça commence à chauffer en entreprise, et qu'il y a des arrêts maladie ou des mots échangés, il peut y avoir aussi du jour au lendemain des mises à pied ou des boîtes mail qui sautent. Alors, désolé, mais c'est ce qui se passe dans nos dossiers à nous. Et dans ce cas-là, il faut avoir pensé, avoir fait une copie de sa boîte mail, à mettre de côté certains mails qui peuvent être aidants. L'idée, c'est pas de faire du chantage ni quoi que ce soit, c'est de se préserver des preuves pour pouvoir dire le jour J, mais si cette relation toxique, etc., elle existe depuis telle date, etc., etc. Donc, n'oubliez pas la preuve. Attention, alors la preuve, ça peut être toute chose, et vous savez que maintenant, on peut enregistrer à l'insu de son plein gré les gens, à plusieurs conditions toutefois, que ça soit l'unique façon de faire la preuve. Souvent, le harcèlement moral, c'est très compliqué. On n'a pas un mail en disant « je te fais du harcèlement moral ». Ça n'existe pas, c'est pernicieux et c'est très compliqué. Et puis souvent, on a des mails très agréables avec des choses très compliquées en vase clos et à l'oral. Donc, vous pouvez enregistrer. Pour le harcèlement moral, ça passera presque à chaque fois quand il n'y a pas de témoin, il n'y a jamais de témoin. Parce que normalement, on ne peut pas enregistrer quelqu'un contre son gré, enfin sans qu'il le sache. Okay, mais depuis c'est le 2 mai, là, on a encore une jurisprudence qui confirme ça. Vous pouvez enregistrer, en tout cas gardez ça. On verra ensuite après si on peut l'utiliser ou pas. En tout cas, on a besoin d'un backup, on a besoin de preuves. Voilà. Évidemment, plus le risque prud'homal est faible, moins on a de pouvoir dans la négo, hein, logique. Voilà. On passe à autre chose. Alors, la voie royale, parce qu'il y a le montant du chèque, certes, mais il y a surtout le régime fiscal et social qu'on va lui appliquer. Et donc, il y a des montages qu'on peut faire. Devant les prud'hommes, il y a 2 stades, le bureau de conciliation et le bureau de jugement. Au stade du bureau de conciliation, les conseillers prud'homaux sont censés aider les parties à trouver un accord. Bon, dans 99% du temps, quand on a saisi les prud'hommes, c'est avec un avocat, parce que les règles du droit du travail sont quand même assez complexes, qu'on a essayé de trouver un accord, on n'a pas réussi. Mais par contre, si on signait un accord devant les conseils, le conseil de prud'hommes, on n'a pas de fiscalité sur toute cette somme dans la limite du barème de conciliation. On a des exonérations de CSG, CRDS, et surtout, on n'a pas de carence Pôle emploi. Donc c'est la voie royale, c'est de négocier en amont avec l'employeur. On est enregistré, donc on ne peut pas tout raconter non plus, mais il y a des choses parfaitement légales. On en parlera après. Vous ne saurez rien, vous saurez tout. En tout cas, il y a des manières d'optimiser les choses qui sont légales et qui permettent de satisfaire les intérêts de tous. Parce que c'est ça la négo, et on va passer maintenant à ça. Comment négocier ? L'objectif d'une négociation, alors, pourquoi anticiper sa démarche ? Je crois qu'on l'a déjà vu avec Olga, il faut du temps. Le temps de l'entreprise et le temps du salarié n'est pas le même. Quand vous voulez partir et que vous n'avez rien dit, et que l'employeur va tomber de sa chaise quand vous allez lui dire « mais moi je m'en vais, bye bye, ciao »,
Lui, il a besoin de recruter quelqu'un. Vous êtes peut-être dans un projet qui est hyper important que seul vous pouvez continuer à porter. Donc, il faut penser aussi aux intérêts de l'employeur pour trouver, comme de toute façon pour un accord, à un moment ou à un autre, il faut que les deux parties signent. Dans votre accord, c'est bien de penser à vos intérêts, mais il faut aussi anticiper ceux de l'employeur. Il va devoir faire un recrutement, il y a des équipes qui peuvent être insécurisées, etc. Plus vous apportez de solutions aux problèmes de l'employeur, plus vous êtes fort dans la négociation. Donc c'est important de penser aux deux parties. Donc on anticipe parce que parfois, au lieu de divorcer, on va se remarier. C'est-à-dire que parfois, moi je le vois au cabinet, donc c'est ça que je disais, que j'avais oublié mon idée tout à l'heure, des gens très très en souffrance avec des répercussions, un impact sur leur santé catastrophique. Et quand on remonte en arrière, quand on essaie de comprendre l'élément déclencheur, ce sont des malentendus, des fonctionnements, des interactions sociales différentes, des cadres de référence différents. Et là, on se dit, mais quelle horreur en fait. Comment on en est arrivé à un point où, pour le salarié, c'est dramatique. Moi, j'ai des gens qui sont en invalidité aujourd'hui, des gens brillants, qui ont apporté énormément et qui sont, mais... Voilà, moi, c'est dur quand même. Et puis ça impacte évidemment leur famille et tout ça. Et ça va coûter aussi cher à l'employeur. Alors qu'à la base de la base, si on avait agi plus tôt, on n'en serait pas là. On aurait pu mettre d'autres choses. Donc l'idée, c'est de parler tout de suite le plus vite possible. Après, une négo, ça peut se passer en 20 minutes, même entre avocats. L'idée, par contre, c'est de la préparer en amont. Et ça, c'est très long, parce que la négociation et le montage va dépendre de quel est votre projet après. Et si vous n'avez pas d'idée de votre projet après, on ne pourra pas faire un montage intelligent. Parce que dans une négo, on peut négocier en dehors d'un protocole qui va être chargé socialement, etc., des outplacements, des formations, du coaching. On peut négocier beaucoup de choses, mais si vous n'en avez pas l'usage, ça ne sert à rien. Donc, et si vous en aviez l'usage et qu'on n'y avait pas pensé, c'est dommage. Donc, il faut vraiment faire les choses en amont. Bon, je ne pense pas avoir le temps de tout passer, donc je vais aller rapidement sur les fausses idées de la négo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une culture assez binaire, et il y a deux approches. Il y a deux approches principales de la négo, la démarche distributive et la démarche intégrative. Distributive, en gros, la négociation est un jeu à somme nulle, et donc pour en avoir le maximum, il faut que je tire à moi, quitte à taper l'autre. Souvent en France, c'est quand même notre méthode. Et en tout cas, chez les avocats, c'est hyper triste à dire, mais c'est quand même encore la démarche principale. On est fort, je ne sais pas sur LinkedIn si vous voyez de temps en temps, mais parfois, on dit pour une bonne négo, il faut taper du poing sur la table, menacer un bon coup, déposer une plainte, et là, on est prêt à négocier. Bon. Chez certains, c'est encore une manière de penser. Et il y a la méthode intégrative où là, on va dépasser le conflit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tiers, parce que quand on est tout seul, on ne peut pas le dépasser. Et même moi, qui suis ultra spécialisée en négo et en médiation, quand j'ai une difficulté, je fais appel à un tiers. Parce que quand je suis moi dans mon cerveau limbique et reptilien, je suis comme tout le monde. J'ai ce qu'on appelle un cerveau dégradé. Je n'ai plus accès à mon cortex et au siège de mon intelligence. Moi, ce que je vous propose, c'est la méthode Harvard. C'est un mix des deux, mais qui tend évidemment sur la phase intégrative, où on va intégrer les besoins de chacun. Je suis formatrice en égo raisonné, mais on n'a pas le temps en 20 minutes. Donc, je vais vous donner des points juste essentiels que vous pourrez répliquer. Un truc de base, on sépare la question des personnes et du différent. Alors ça peut paraître évident pour certains, mais parfois quand moi j'entends mes clients me dire mon problème c'est mon manager, on a déjà amalgué le problème et la personne et on ne va pas pouvoir s'en sortir. On avance déjà dans son escalade du conflit. Là, je vous ai mis le modèle de glace, l'échelle du conflit. En fait, il y a 9 stades. Moi, je la résume en 3 stades. C'est dans toutes les cultures, dans toutes les générations, c'est pareil. Le premier stade, c'est le stade des tensions. On fait de la polémique, on essaie d'argumenter, on veut que l'autre soit de notre côté. Quand on n'y arrive pas, et attention, ça, c'est le conflit, c'est bio, et vous qui êtes ingénieur agro, vous le savez, le conflit, c'est conflictuare, se heurter, c'est des cellules qui se heurtent pour créer d'autres cellules. Donc en soi, le conflit, c'est ça va être la manière dont on le prend en cause. Donc les tensions, les divergences de vue, c'est OK.
Mais si on passe au stade 2, qui est le stade où on va attaquer l'autre parce qu'on veut qu'il soit d'accord avec nous et qu'on n'accepte pas la différence et les changements les différences de point de vue, on va attaquer la relation et là on monte dans l'échelle du conflit. Et le dernier stade, c'est ce que nous on voit souvent au cabinet, c'est le stade de la confrontation. Moi j'ai parfois des salariés qui viennent me voir en disant il y a un ABS dans la société, je peux vous donner toutes les preuves, on va déposer plainte. J'ai dit mais attendez, vous êtes co-auteur de l'ABS. Vous allez être sur le banc avec les autres. M'en fiche, tant que l'employeur prend, moi je m'en fiche. Et donc là on est au stade où on est tellement dans le conflit qu'on voit plus ses intérêts. Et donc on a besoin du tiers pour reprendre de la distance et revoir quels sont ses vrais intérêts. Ses vrais intérêts, c'est pas faire de mal à l'autre. Ça c'est notre cerveau dégradé qui nous dit ça. Le deuxième point à avoir, donc il y a séparé la personne du différent, ça a l'air stupide, hein, mais c'est la base de tout dans la gestion du conflit. Et dès qu'on entend le problème c'est l'autre, vous savez déjà que vous êtes en train de monter l'échelle du conflit, que vous avez besoin d'un tiers pour faire séparation. Le deuxième point très important, souvent on négocie à partir de positions, de demandes. Je veux ça. Sauf que quand je veux ça, la réponse est oui ou c'est non. Et ça nous amène à une négociation de compromis, où on dit je te donne ça, mais du coup tu prends ça. Et le compromis, c'est le germe du conflit. Donc, au lieu de passer par des positions, il faut aller chercher les intérêts, les préoccupations, les besoins, la motivation, etc. chez l'autre et chez vous. Donc, l'idée, c'est, moi je dis souvent à mes clients, vous voulez partir, pourquoi ? Parce que je supporte plus ceci. Ok, et dit de façon positive, c'est quoi ? Je veux travailler en alignement avec mes valeurs. D'accord, et pour ça, il vous faut quoi ? Etc., etc., etc. Une fois que vous avez vos IPBMV, donc vos intérêts, et que vous êtes clair sur les intérêts de l'autre aussi, l'employeur, il est dans quel contexte ? Est-ce qu'il est en train de se faire racheter ? Est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'il y a un problème dans tel service, etc. Il faut prendre ça en compte, parce que dans la discussion, ce sera beaucoup plus sain, constructif, et le chèque sera beaucoup plus gros. Toutes les études le prouvent quand même, hein, quand on prend en compte les intérêts de tous, en disant c'est quoi l'objectif de notre discussion, où on va ? Et qu'est-ce qu'on doit respecter chez chacun de façon prioritaire. Mais ça, on ne peut pas le faire, je trouve, quand on est seul. Et je suis la première à être très bête quand je suis en conflit, c'est comme ça. L'objectif, c'est de trouver des intérêts communs, et il y en a toujours en droit du travail. Enfin, dans tous les conflits, dans d'autres droits, c'est encore plus facile. Le droit de la famille, ça va être les enfants, l'intérêt commun des enfants. En droit du travail, les intérêts, ça peut être éviter de perdre du temps. Aller au prud'homme, ça coûte cher. Les avocats coûtent cher, et c'est pas forcément parce qu'ils gagnent très bien leur vie, je voudrais quand même vous le dire. Sachez que 30% de ce que l'avocat ne garde que 30% de ce que vous lui donnez. Voilà. Je sais qu'on a très mauvaise réputation, je voulais remettre un petit peu de choses là-dessus. C'est très aléatoire, les prud'hommes, d'un sens ou dans un autre. Et puis surtout, c'est terrible parce que personne ne va raconter sa vérité, on va normer le dossier parce que les conseillers prud'homaux n'ont pas le temps. Donc c'est terrible parce que c'est même pas l'histoire du salarié ou de l'employeur qui va être plaidée et elle va pas être entendue. Et voilà, donc je trouve que c'est beaucoup de frustration pour tous et c'est perdre de la valeur. Parce que faire un accord, on peut créer énormément de valeur. Juste pour un exemple, pour un client qui se fait sortir de sa boîte parce que petit problème d'interaction et il était un peu difficile avec les équipes. Bon, clairement. Même il était difficile avec moi, il était difficile avec tout le monde. En entamant une négo avec cette méthode-là, je comprends que l'employeur l'a gardé des années parce qu'il est hyper bon. Il est dans une niche, il était hyper bon dans ce qu'il faisait. On a réfléchi et on a fini par se mettre d'accord pour mettre en place, pour ce salarié, il a créé une structure qui a été mise en place aux frais de l'employeur, qui a pris ses avocats en droit des sociétés pour créer les statuts de son salarié. On a fait un contrat cadre pour l'apport des dossiers. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a continué à exceller dans ce qu'il faisait sans plus embêter les équipes puisqu'il n'avait plus de pouvoir de subordination sur les équipes puisqu'il était prestataire extérieur. Donc on peut trouver des choses. Et ça, c'est créateur de valeur. Devant les prud'hommes, ils ne vont jamais vous faire le juge, il tranche, il ne peut pas créer. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des choses de valeur. Voilà. Le troisième élément à avoir en tête, pour éviter le marchandage et le rapport de force, et entre nous, le rapport de force entre un salarié et un employeur, vous comprenez vite où le rapport de force va se situer, et fixer des critères objectifs pour parler. Il ne faut pas dire je veux tant parce que j'estime que je vaux. Dès qu'on est dans la subjectivité,
on n'a pas la même. Donc on peut en parler pendant 107 ans. Est-ce que mon travail a de la valeur? Il y en a un qui va dire que oui et l'autre non. Donc on va se fixer des critères objectifs indépendants de la volonté des parties. Et un des critères, ça va être le barème Macron. Et ça va être en fonction de votre ancienneté. Devant les prud'hommes, si le dossier gagnait, vu mon ancienneté, mon indemnité serait entre ça et entre ça. Ça, déjà, c'est des rapports, des repères. Puis après, on peut dire, je sais que X est parti de la société il y a 2 ans, on avait à peu près la même ancienneté, on avait à peu près les mêmes postes. Avec combien il est parti? Ils ne vous le diront pas, mais ils répondront dans leur tête. Et déjà, s'ils répondent dans leur tête, ils ont déjà fixé un chiffre qui va aider à sortir dans la négociation. Donc il y a des guidelines comme ça, et qu'il faut absolument injecter dans les négos, sinon c'est un bras de fer et c'est du marchandage. On est au souk sinon. Et moi, je ne supporte pas le coup de « je dis ça pour obtenir ça », et puis ça prend beaucoup de temps, c'est très fatigant, ce n'est pas créateur de valeur, et on se focalise que sur un montant au lieu de créer quelque chose autour. Donc n'oubliez pas les critères objectifs. On ne part pas dans une négo sans mésor. La mésor, c'est la meilleure solution de rechange. C'est très bien de dire « je veux partir pour telle et telle raison », mais avant de commencer tout ça, il faut se poser la question, si je n'arrive pas à obtenir un accord avec mon interlocuteur, c'est quoi mon plan B? Comment je fais pour satisfaire mes besoins? Et là, notre mésor, ça va nous permettre de vérifier que la négociation est dans des bonnes voies. C'est-à-dire que, par exemple, si vous négociez une augmentation de salaire, mais qu'à côté de ça, vous n'avez pas démarché d'autres boîtes, d'autres propositions, vous n'avez pas de mésor. Donc si vous dites, moi je pense que je devrais être augmenté de 5 ou 7% cette année, et qu'on vous dit non, vous dites, ok, au revoir. Et puis c'est tout. Donc c'est de la soumission, c'est plus de négo. Par contre, si vous dites, non, moi je trouve vraiment que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur financièrement, et d'ailleurs je me suis un peu testée sur le marché. Et il y a bidule et bidule qui me prendraient pourtant. Vous vous alignez ou pas? Alors après, dans une négo, il n'y a pas juste du salaire, il y a aussi les équipes, l'état d'esprit, etc. Mais déjà, c'est pour vous faire comprendre ce que c'est une mésor. Qu'est-ce qu'on a en poche? Dans un contentieux, souvent la mésor, ça va être les prud'hommes. Et les prud'hommes, faut prendre en compte le coût que ça a, un avocat, mais le coût aussi en énergie, et puis ça peut vous bloquer. Alors il y a certains prud'hommes qui sont maintenant très rapides, après avoir duré des années à Nanterre, là, à force de tout le souk qu'on a fait, ça a fonctionné. Maintenant, on peut avoir des audiences rapidement. Oui, la mésor, pardon. Mais quand même, faut voir ce qu'on a dans la poche. Parce que si on a un autre projet, si on a envie de se reconvertir, etc., on a besoin de cette énergie. Et rester dans un contentieux, ça dégrade, ça fatigue. Et je suis d'accord avec Olga, parfois il faut mieux avoir moins, mais sûr, dans la poche, et on passe à autre chose, plutôt que de rester en conflit. Puis, il y a 2 manières, pour le conflit, il y a 2 manières de le rigidifier, c'est chercher qui est coupable et quelle est la cause. C'est exactement ça, un contentieux avec des avocats, qui est coupable, et voilà. Et donc on va rester, ça cristallise le conflit, ça le stigmatise, et je pense que personne n'en sort grandi. Donc, pensez à votre mésor. Parce qu'il y a ce que je peux espérer, oui, mais combien ça t'a coûté pour arriver à ça? Et ça, il faut l'avoir en tête avant de partir en égo. En fait, on y est, c'est bon. J'ai speedé pour rien. Oui, je vous ai préparé des petites choses et des questions. Alors là, c'était le tableau sur quand on est dans un licenciement, quand on part sur un licenciement, c'est à l'initiative de l'employeur, évidemment. C'est un mode autonome, oui, dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir une validation de la DRIT ou quoi que ce soit. Ça donne droit au chômage et la sortie de l'entreprise se fait après un préavis, sauf si on en est dispensé. Bon, ça, je pense que vous pouvez le lire tout seul, il n'y a pas vraiment de questions là-dessus. Si, juste sur l'abandon de poste quand même, je l'ai mis là? Non, je ne sais plus. C'était dans l'autre slide. Oui, sur l'abandon de poste, attention, avant, c'est vrai, on conseillait à nos clients de ne plus se présenter au travail, d'attendre quelques lettres de revenez au travail, sinon on vous licencie, pour se faire licencier. En général, c'était un licenciement pour faute simple quand ils avaient un peu d'ancienneté, et ça avait au moins la mesure de partir avec l'indemnité de licenciement et le préavis. Aujourd'hui, il y a une présomption de démission
Donc on ne peut plus faire ça, parce que la démission, ça ne fera rien du tout. Ni indemnité de licenciement, ni préavis, ni allocation de chômage. Souvent, la grande difficulté quand on est dans un conflit et qu'on a essayé de tenir, alors vous êtes... pour avoir des clients qui ont fait Accro, pour avoir un mari qui a fait Agri, c'est pas pareil, mais les ingénieurs, en tout cas, vous avez des profils... Alors, on ne va pas généraliser, etc., mais de gros bosseurs, de vouloir aimer le boulot bien fait, d'aller au bout des choses. Vous avez le profil parfait pour le burn-out. Je suis désolée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous charge de travail. Vous le faites vous-même. Et avec ce driver, on appelle ça en coaching, de tant que ce n'est pas terminé, tant que mon projet n'est pas terminé, je n'ai pas le droit de me reposer ou prendre du plaisir. Voilà. Donc oui, je suis épuisée, je le sais. Et votre femme en général, et votre mari, et vos enfants vous disent « Stop, là, ça va pas ». Oui, je sais, mais dans 2 mois, ça sera fini parce que j'aurai fini ça. Sauf que dans 2 mois, il va se passer un autre truc qui va faire que vous le prenez en charge. Donc, vous perdez votre lucidité aussi quand vous êtes épuisé. Et donc, quand vous venez nous voir, en général, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus où vous en êtes, ce que vous voulez. Et ça, je vous ai mis des petites questions pour savoir un petit peu... alors là, c'est typiquement le genre de situation où on va voir Olga, on va voir des coachs pour faire le point. Où est-ce que j'en suis là ? Parfois, on n'a pas envie de plomber sa famille et en parler à son conjoint en disant ça, c'est des problèmes de boulot, il faut que ça reste au boulot. Donc, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un ou à vous poser ces questions avec un tiers pour savoir où vous en êtes. Je vous ai préparé aussi d'autres questions sur la négo. Et c'est des indispensables avant de commencer la négo. Qui je vais avoir en face de moi ? Qui est la chaîne de décision ? Où va l'argent quand il y a des filières, etc. Qui va être décisionnaire de ça ? Qui sont mes sponsors dans l'entreprise ? Qui, au contraire, ne va pas trop me sponsoriser ? Et sur chacune de ces personnes, et c'est ce que moi, quand je suis négociatrice, je récolte le maximum d'informations pour comprendre et essayer d'anticiper son cadre de référence, sur quoi je vais pouvoir créer l'alliance. C'est des choses très très importantes parce qu'une négo, elle fonctionne parce qu'on a créé un canal au départ. C'est le canal, c'est pas de dire, c'est pas de taper du poing sur la table que ça fonctionne, mais il faut pas le faire parce que ça bouge. Pardon. La deuxième question, c'est quelle est l'histoire de la relation ? Moi, mes clients, quand ça fait longtemps qu'ils sont dans leur boîte et que leur sponsor, c'est leur N+1, je les laisse assez longtemps pour amener les pions, avant de moi reprendre la main. Ça dépend s'ils sont complètement KO ou pas, voilà. Mais quand la relation, elle est déjà dégradée, on passe tout de suite la main. Parce que dans une relation dégradée, de toute façon, il n'y aura que opposition et rejet de l'autre côté. Donc on est déjà dans la conflictualité. En général, on est déjà au stade 2 du conflit. Donc là, on passe la main tout de suite. Qui je veux avoir dans mon équipe de négociation ? Est-ce que j'y vais tout seul ? Est-ce que je suis suffisamment lucide pour ça ? Est-ce que je prends un avocat ? Alors je sais que vous avez du mal avec les avocats, mais parfois c'est mieux de prendre un avocat en amont, de faire une consultation de 2-3 heures pour circonstancier tout ça et repartir. Surtout que moi parfois, des clients viennent me voir en disant j'ai demandé une négociation, j'ai demandé une rupture conventionnelle, où j'ai écrit ça. Et ils veulent rien. Sauf qu'avec un mail ou une demande, on peut avoir planté son dossier déjà. Donc c'est mieux de voir un avocat en amont pour poser une stratégie, en fait. On peut aussi avoir besoin d'un médiateur, d'un coach, d'un thérapeute quand il y a de la souffrance. C'est hyper important pour ventiler les choses et garder l'esprit clair. Je crois que vous avez compris l'histoire des 3 cerveaux, les reptiliens, le limbique et le néocortex. Tant qu'on est dans son limbique et dans son reptilien, par la peur, parce que quitter son emploi, c'est aussi la peur de la sécurité économique, la charge de famille, les études des enfants, etc. etc. Donc c'est complètement logique et normal. Et n'importe quel prix Nobel de l'économie a aussi un cerveau dégradé à partir du moment où il a peur. Il sera dans son reptilien, dans son limbique. Et enfin, le quoi, il faut travailler le quoi. Et la question à se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi c'est important pour moi ? C'est pour aller chercher le sous-jacent et pour ne pas rester sur des demandes. Parce qu'une demande, on y répond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par oui et non, alors qu'une position, par exemple, si vous dites... regardez... Un exemple, vous demandez un salarié qui demande un véhicule, qui demande une augmentation à son employeur. C'est une demande. Je veux 700 € de plus par mois, brut par mois, en plus chaque mois.
Ça, c'est une position. Si on lui demande mais pourquoi, il dit en fait j'ai besoin d'un véhicule, etc., etc. Et si l'entreprise te met un véhicule à disposition pour tes allers-retours, pour que ce soit plus rapide pour chercher tes enfants, etc., est-ce que ça te convient? Ah bah oui, là ça règle tous mes problèmes. Donc on a trouvé la satisfaction de l'intérêt du salarié sans passer par sa demande. Bon, je vous fais des trucs hyper simples et clairs pour que ça soit très compréhensible. Mais parfois, on bloque sur une demande, alors que si on allait sur l'intérêt qu'il y a derrière, on pourrait le satisfaire d'une autre façon. Mais on n'y pense plus parce qu'on est en conflit et qu'on est en souffrance. Donc ça, c'est des questions qu'il faut vous poser. Quelle est mon envie, ma préoccupation, et puis l'autre partie aussi. Parce qu'une négo, on la gagne, on satisfait bien ses intérêts parce qu'on va penser d'abord à l'autre. Si vous arrivez à satisfaire les intérêts de l'autre, et c'est pas par pur humanisme, hein, et je sais, pour les pratiquer, d'avoir... je m'arrête là ? Pour avoir pratiqué certains de vos interlocuteurs, qu'il y a des interlocuteurs très durs, des DRH très durs, des groupes vraiment très durs et qui prennent les cabinets d'avocats qui vont avec. Et bien malgré ça, c'est par la relation, c'est en posant des questions pour changer leur perception des choses que vous allez pouvoir optimiser votre façon de satisfaire vos intérêts. On est bon ? Il en reste... Non, c'est fini. Ah oui. Et enfin, mon état d'esprit, pardon. Est-ce que je suis... Donc, vous l'avez compris, ça émane de tout ce que je vous ai dit avant. Est-ce que je suis suffisamment neutre émotionnellement ? Est-ce que j'ai suffisamment de recul ? Est-ce que je suis capable de mettre sincèrement en recherche des IPBMV, des intérêts de l'autre ? Quand on est hyper fâché avec son DRH ou sa boîte, on n'a pas vraiment envie de penser à ses intérêts, ou en tout cas, nos préjugés vont aller dessus. On va projeter notre cadre de référence sur l'autre. Est-ce que j'ai les ressources pour prendre les bonnes décisions au niveau d'énergie? Quand vous êtes cramé en burn-out, autant vous dire que la réponse, elle est non. Et très souvent, c'est terrible parce que je vois des signatures à minima, de rupture conventionnelle à minima après des années d'ancienneté, juste pour fuir, en fait. Et sauf qu'une négociation, une bonne négociation, 5, 10, 15 ans après, on se dit « Ouais, c'était une bonne négo, j'étais assertif ». Tout en respectant l'autre. Et comme disait Olga tout à l'heure, le monde est tout petit et certains milieux sont encore plus petits que d'autres. Donc quitter la tête haute en respectant l'autre, mais en se faisant aussi respecter, ça fait que vous pourrez toucher les bénéfices de cette négociation plus tard. Moi, j'ai négocié pour une cliente il y a 5 ou 6 ans une négo. Elle était poussée par son mari qui voulait plus. Moi, je lui dis non, ça c'est faire, c'est juste, on l'optimise, c'est nickel. Elle a signé ça. 2 ans après, son DG l'a rappelé pour lui dire « Je reprends une autre filiale, c'était une DRH, je te veux en tant que DRH parce que j'ai adoré ta posture. Tu as été ferme, assertive, mais respectueuse et voilà. » Donc, il y a un juste milieu et même si en face, on a quelqu'un d'extrêmement dur, si on joue son rôle, c'est sûr que ça ira juste dans la guerre de destruction, mais on ne satisfera pas nos intérêts. Voilà, je crois que j'ai fait... Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pouvait aborder, mais autant en partie, c'est ce que je pouvais vous dire. Alors, bonne négociation. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a eu donc 2-3 minutes au tout début, mais je crois vraiment que tu es revenu largement dans la présentation sur ce que tu avais dit au début, parce qu'il était demandé effectivement de revenir, de refaire le début, mais c'est pas forcément simple quand on est parti dans le flow. Je pense que ça devrait aller. Effectivement, les slides vous seront partagés ce soir. Ça faisait partie des questions et ça a été répondu. Alors, il y a une première question qui dit les intérêts de l'entreprise ne sont parfois pas les mêmes que les intérêts des décideurs. Comment gérer ça dans la préparation de la négo? Donc, intérêt de l'entreprise par rapport à son business et intérêt des décideurs en tant que personne. Comment gérer ça? Très bonne... Dans une préparation de négo, on fait des grilles et en fait, pour chaque partie, on prend tous les interlocuteurs. Il y a le décideur, il y a l'objet social, la boîte, il y a, quand c'est des fonds américains, leur mindset, il y a l'avocat qui va être en face, son propre client, parce qu'on a aussi des intérêts dans la négo et c'est tous ces intérêts-là dont il faut avoir conscience pour pouvoir y répondre dans la négo. Et quand on y réfléchit bien et qu'on ne part pas sur les demandes, mais les intérêts, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'intérêts différents, mais pas forcément divergents, et d'intérêts communs. Et c'est les intérêts communs qui vont être vraiment le carburant. Et finalement, il y a très peu d'intérêts
exclusifs l'un de l'autre, à part peut-être sur des montants, et encore en fait. Parce que même un salarié qu'on a respecté avec un chèque qui est en cohérence avec la carrière qu'il a fait dans sa boîte, c'est s'assurer aussi d'un salarié qui ne va pas, parce qu'on aura beau signer toutes les clauses de non-dénigrement, etc. Si on a envie de cracher sur son employeur, on est dans la vraie vie, on crachera sur lui. Si on est respecté dans une négo, je pense que ça a un effet positif pour tous. Je vais me permettre de rajouter quelque chose, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais en fait, souvent, quand on réfléchit à une négo financière, on a en tête un montant, et plus on gagne de mois, plus on est content. Mais c'est pas toujours aussi simple. Et quand moi je me retrouve à potentiellement devoir sortir quelqu'un qui a 25 ans d'ancienneté, qui a toujours bossé dans la même boîte, qui s'attend pas forcément à voir venir les choses et qui n'a pas de projet encore, mais en fait, si je réfléchis, je sais pas, un nombre de mois par exemple, je peux souvent être amenée à me dire cette personne, et surtout quand je questionne sur le fait que la personne est super angoissée de se retrouver à Pôle emploi, c'est pas trop ce qu'elle va faire derrière, n'est plus forcément employable, etc. Moi, je vais souvent effectivement questionner sur de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'argent? Est-ce qu'elle a besoin d'un accompagnement externe? Est-ce qu'elle a besoin de temps, d'une formation éventuellement? Et donc ce nombre de mois derrière, on peut aussi le ventiler un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'il m'est très souvent arrivé de proposer, si on devait toper à 12 mois, de proposer 10 et un outplacement par exemple qui va être à peu près l'équivalent de 2 mois. Au demeurant, nous on va le payer en direct, l'entreprise va le payer en direct, donc en plus il n'y a pas de charge là-dessus, il n'y a rien, donc c'est parfois plus intéressant. Et donc d'adapter aussi en fonction du contexte de la personne. Voilà, je dis parce qu'on ne pense pas toujours à se faire accompagner, mais c'est vrai que quand on est resté longtemps dans sa boîte, eh bien, chercher du travail, on ne sait plus comment on fait. Aujourd'hui, les modes ont complètement changé, l'environnement du travail a changé, et donc se faire accompagner par des pros de la recherche de travail, c'est aussi extrêmement utile. Merci. En fait, vous partagez toutes les deux le micro. Je vais reprendre une autre question qui est sur YouTube et après je verrai dans la salle. Oui, bien sûr, on verra dans la salle aussi s'il y a des questions. Une autre question, j'avais deviné qu'il y aurait celle-là. C'était juste pour avoir une idée. Quel est le coût d'un accompagnement par un avocat ou une fourchette? En fait, il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'il y a on est réglementé, mais pas sur nos tarifs. Et c'est bien d'avoir posé cette question parce que j'ai oublié de vous prévenir de plein de trucs. Des honoraires d'avocat, ça se négocie. En France, on n'a pas le droit de faire que des honoraires de résultat. Donc on sera obligé de toute façon de vous faire un honoraire de base. Attention au forfait, il y en a toujours un qui est perdant. Enfin, c'est ce que j'estime moi. Tout se négocie. Il y en a qui vous pratiqueront des tarifs horaires. Les fourchettes, c'est très variable. Disons que ça serait entre peut-être même 180 € de l'heure, plutôt 200 € de l'heure hors taxe. On part toujours en hors taxe chez les avocats. Allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas trop de limite. Hein. J'ai des confrères qui sont à 850 € hors taxe, même pour des salariés. Mais ça tournera autour de 250, 300, je dirais, en honoraire de base. Et il y aura du résultat. Attention au résultat. Exiger, enfin, moi, c'est mon petit tips, hein, qu'on ne parle que de sommes nettes, que ce soit sur du résultat net au moins, peut-être avant impôt, mais au moins sur du net, sur ce que vous avez réellement en poche, parce que parfois même au prud'homme, on obtient des condamnations, puis il y a une liquidation judiciaire, puis après il y a votre avocat qui dit « Bonjour, vous me devez un horaire de résultat, alors vous n'avez rien touché parce qu'il y a eu liquidation, il faut aller voir les AGS qui garantissent pas tout, etc. » Donc faites attention à ça. Et après, il y a des discussions parce que si vous avez énormément d'ancienneté, est-ce que ce serait juste de prendre un honoraire de résultat sur l'indemnité de licenciement qui est liée à votre ancienneté et pas vraiment à une négo? Et ça va dépendre des cas. Si on ne veut pas vous lâcher du tout dans la boîte et que déjà rien que de vous lâcher juste sur l'indemnité de licenciement, ça a pris 6 mois, là peut-être que ça vaudrait le coup. Si c'est acté et que c'est l'entreprise qui vous pousse dehors, ce ne serait pas logique que l'avocat touche un pourcentage dessus. Donc, parler d'argent, c'est important. Il faut que votre relation avec votre avocat elle soit claire
à ce niveau-là. Il faut que lui, et à l'inverse, il y a aussi des avocats qui vous feront des forfaits à 1 000 € ou à 500 €. C'est 2 heures de temps de travail. Comment voulez-vous obtenir quelque chose d'adéquat et avoir un suivi adéquat avec 2 heures de temps? Donc le tout, c'est de trouver un juste équilibre pour que l'avocat vive, parce qu'en fait, comme tout le monde, il a besoin de vivre, et vous, que ça soit intéressant d'être accompagné, qu'il y ait une vraie valeur ajoutée à votre accompagnement. Et je ne sais pas si on peut le dire, mais parfois, dans les accords, on peut trouver des façons de faire prendre en charge son avocat. Voilà. Merci Juliette. Est-ce que dans la salle, éventuellement, il y aurait des questions? Attends, Marc, du coup, je vais te donner le micro. Merci Isabelle. Marc, donc moi je suis en fin de parcours, en fin de carrière, et la retraite va arriver à taux plein au 1er avril 2026. Donc j'essaie de savoir à quel moment opportun je peux partir. Mon activité n'est plus jugée stratégique. Mon employeur m'a fait des appels du pied et il a commencé à me parler de départ. Et ce départ, on ne l'a pas fixé encore, on ne sait pas exactement quand. Est-ce que je vais aller jusqu'à la retraite? Est-ce que je vais partir 1 an avant, 1 an et demi avant? Je ne sais pas encore. Voilà. Et est-ce que c'est plus intéressant de partir sur un licenciement économique en privilégiant l'idée que l'activité va se terminer, qu'elle est plus stratégique? Est-ce que c'est possible déjà? Ou est-ce qu'il faut passer plutôt sur une rupture conventionnelle? Alors sur le licenciement éco, il est quand même hyper normé. Donc il va falloir... on ne peut pas sortir quelqu'un en licenciement économique juste parce que son poste n'a plus de fonction. Ça va être des conditions, ça va être sur la structure elle-même. Et il y aura quand même sans doute des petits contrôles. Peut-être on pourra en parler après aussi. Parce que le licenciement économique vous donne des droits supérieurs à un licenciement classique en termes d'ARE, etc., etc. Mais on ne peut pas décider, l'employeur et le salarié ne peuvent pas décider que c'est un licenciement économique. Il faut que ça soit dans un cadre précis. Je pense que ce serait sinon détourner un système et que l'URSSAF, etc., viendrait frapper à la porte. Ce serait un danger pour l'employeur et qui ne prendrait pas ce risque. Une rupture conventionnelle pour s'y projeter la retraite, non. On en reparlera, mais non, surtout pas. Oui. Ce sera fait partie des choses qui vont être discutées tout à l'heure, après, j'imagine. Il y a plein de solutions, je pense. Oui, c'est-à-dire que, en fait, la réalité, c'est que l'indemnité de départ à la retraite est malheureusement souvent la plus faible de tout autre scénario. Donc, en effet, on peut être tenté de se dire comment je peux partir dans les meilleures conditions et toucher mieux, surtout si vous avez beaucoup d'ancienneté et, enfin, bref, voilà. Donc, c'est touchy aussi parce qu'en fait, l'inspection du travail peut aussi mettre le nez là-dedans en disant attends, on va pas homologuer une rupture conventionnelle alors que la personne est à 3 mois de la retraite. Enfin, c'est assez touchy. Donc effectivement, soit vous avez envie de négocier et vous le faites bien dans les formes en vous faisant accompagner avec un licenciement à titre individuel, soit oui, ouais. Pardon. Vous pouvez penser à une négo où vous mettez, si l'employeur veut plus de vous, c'est quand même ça qu'il vous explique gentiment, hein, vous regardez, vous faites des simulations avec vos retraites pour voir combien de trimestres il vous manque pour les faire. Bon, on discutera après. Donc, on va pouvoir en parler après. Je vais reprendre une question du chat. Donc, une personne dit la jurisprudence indique que l'indemnité lors d'un congé parental à temps partiel est calculée sur la base d'un temps plein. Mon employeur s'y oppose au motif que pour être valable, il aurait fallu que la rupture du contrat intervienne pendant le congé parental et non après. Oui, je comprends. Donc, la jurisprudence indique que l'indemnité lors d'un congé parental à temps partiel, donc c'est indemnité de départ, je pense, indemnité de départ, est calculée sur la base d'un temps plein. L'employeur de cette personne s'y oppose à ce calcul.
en considérant que pour que ce soit valable, il aurait fallu que la rupture du contrat intervienne pendant le congé parental et non pas après. Je pense que la personne parle d'ancienneté et que en fait, la loi, le congé parental est pris pour moitié, sous le contrôle d'Olga, en compte pour l'ancienneté. En fait, l'ancienneté d'un salarié, c'est son ancienneté, mais en enlevant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail. Donc, les périodes de maladie, sauf quand la convention collective prévoit un maintien, etc., en général 6 mois par an, et évidemment le congé maternité, etc., congé maintenant du papa. Par contre, pour le congé parental, ça va compter comme du travail effectif, mais que pour moitié la période. Je pense que c'est de ça qu'elle fait référence. Je ne sais pas plus, je pense. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, bonsoir, merci pour les interventions. Jean-Marc, j'ai connu un certain nombre de ruptures conventionnelles côté employé, et j'en ai vu aussi, j'ai participé à certaines côté employeur. Et j'entends avec plaisir que la rupture conventionnelle, il y en a, je crois, 1 demi-million, 500 000 par an à peu près, ce qui est énorme. Et aussi un miroir aux alouettes ou quelque chose. J'ai des copains autour de moi qui disent je vais sortir, je vais négocier une rupture conventionnelle. Donc merci d'avoir attention, il y a des choses fausses là-dessus. Et c'est vrai que dans les calculs que je peux faire, quand on a 5-6 ans d'ancienneté dans un poste, ramener avec les fameux barèmes, ça nous fait on arrive aux 5 mois de carence sans problème. Ça ne sert à rien de négocier des mois complémentaires. Et vous l'avez un peu dit, mais je le redis, je l'ai vécu et j'ai fait mes calculs aussi, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on négocie ? On négocie les conditions, on négocie un délai où chacun peut réfléchir à ce qu'il veut faire côté salarié et à la transmission des expériences, des projets côté employeur. Donc merci de l'avoir dit, c'est vraiment important. Et on peut négocier quelque chose en plus, qui a été à peine dit, un accompagnement. Et ça, effectivement, ça ne change pas la carence, ce n'est pas fiscalisé. Donc, un accompagnement 2 mois, 2 mois et demi, un bon accompagnement, et pas 3 000 € d'un bilan de compétences. Je parle d'un vrai accompagnement de 2 mois, 2 mois et demi. Et c'est vrai que ça met aussi, finalement, tout le monde un peu plus à l'aise, je pense, l'employeur comme le salarié. Voilà, juste si des avis côté employeur ou côté défense des salariés. La rupture co, moi, je hurle, à chaque fois je hurle. C'est non. Et surtout quand il y a quelque chose à reprocher à l'employeur, quoi. Quand on est dans une situation de burn-out, etc., qu'on va nous-mêmes réclamer, ou de relations toxiques, et qu'on va nous-mêmes... Ça me rend dingue, moi, qu'on demande une rupture co là-dessus. Par contre, attention à l'outplacement, etc., ça va être la façon dont ça va être fait aussi. Parce que ça peut quand même, normalement, être pris en compte comme un avantage en nature. Donc, il faudra avoir le montage. mais on peut. Tout est question de montage. Il y a encore une question là dans le chat. Est-ce qu'on peut négocier un départ à la retraite et de ce fait sans avoir un projet professionnel ? Qu'est-ce qu'on négocie ? Tout ? Des sous. Comment ? Des sous ? Oui, non mais d'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas c'est pas parce qu'on a atteint l'âge de la retraite qu'on n'a plus de projet professionnel aussi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être aussi. Il faut être imaginatif, casser le cadre un peu. En fait, faudrait. Mais pour ça, c'est compliqué de répondre à des questions sans connaître la personne, le machin, etc. Non, mais de toute façon, l'objet n'est pas non plus d'avoir des consultations en direct gratuites dans la conférence, mais c'est effectivement de donner des indicateurs et des petites idées de compléter. Alors, la personne qui parlait tout à l'heure du temps du congé parental dit qu'elle parlait d'indemnité légale de rupture et non d'ancienneté. Oui, mais l'indemnité légale de rupture est basée sur l'ancienneté. Voilà, je n'ai pas plus de choses. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle éventuellement ? Je crois qu'il n'y en a plus dans le chat. Un congé de retour à l'emploi ou un congé de reclassement ?
En fait, le congé de reclassement, je parle sous couvert de Juliette, est un mécanisme qui se met en place quand on négocie un plan collectif, que ce soit un plan social, un plan de départ volontaire ou autre. Et où, bien souvent, dans les livres 1, livre 2, enfin dans toutes les négociations qui se passent avec les partenaires sociaux, on va s'accorder sur une espèce de système de transition où la personne va être, avant la rupture du contrat de travail, la personne va passer un certain nombre de mois à être encore payée par l'entreprise à un certain taux, et c'est variable d'un plan à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Par exemple, ce qui peut se passer, c'est un an de congé de reclassement où vous êtes encore, ça peut être 6 mois, et admettons 6 mois de congé de reclassement, ce qui veut dire que si vous allez partir, si vous devez partir par exemple fin juin, vous allez finir de bosser fin juin, vous allez rester aux effectifs jusqu'à fin décembre, vous serez payé par exemple à 75% jusqu'à fin décembre, et vous serez chez vous en train de réfléchir à la suite de votre projet professionnel. Et si vous n'avez pas retrouvé d'emploi à la fin du mois de décembre, à ce moment-là, vous basculerez chez France Travail. Et d'ailleurs, c'est vous qui me donnez l'idée, mais j'adore négocier ça dans les dossiers, pas du tout sur un licenciement éco, mais faire des clauses où le salarié, en général, s'il n'a pas retrouvé de boulot, il aime bien être encore dans l'emploi, sur sa fiche de travail, etc. Donc on négocie que le salarié reste en emploi, ne fournit plus de travail, X mois, et en fait on fait par écheville. Enfin, s'il trouvait un emploi dans les 3 mois, il partirait avec un chèque de temps. S'il trouve on va alterner les chèques, et en fait l'idée c'est de mettre l'employeur aussi en responsabilité pour qu'il aide le salarié à retrouver un emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est un peu, j'aime bien ça, parce que du coup ils ont vraiment envie de trouver un boulot. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, quand je dois négocier avec quelqu'un et quand je dois sortir quelqu'un, c'est vraiment de comprendre de quoi la personne a besoin. Est-ce que c'est de l'argent ou est-ce que du temps? Au final, c'est pareil, mais dans l'esprit, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent je préfère sortir tout de suite et puis du coup je vais me mettre à ma recherche et j'ai bon espoir de trouver du boulot rapidement, je suis confiant et je préfère de l'argent tout de suite. Il y a des personnes qui préfèrent chercher en sachant qu'elles sont encore sous contrat parce que ça les rassure, parce qu'en termes d'image sociale c'est mieux pour tout, et donc voilà, je pense que ça aussi il faut pouvoir le respecter, idéalement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, j'ai juste un commentaire, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'histoire du mari qui poussait sa femme à négocier plus. Pour avoir vécu les deux situations, mais surtout plus dans la partie négociation de sortie, je me suis rendu compte que souvent, quand on parlait à quelqu'un justement d'une sortie, souvent le salarié est très conscient qu'il y a eu un problème avant. Alors, sauf si on n'est pas présent, mais quand on est présent dans le management, on est conscient qu'il se passe quelque chose. Et souvent, au début de la discussion, il y a une sorte de compréhension. Bon, ben, je vais voir, on parle. Et puis petit à petit, ça se tend assez vite. Parce que le gars, il rentre chez lui, il en parle à ses cousins, il en parle à sa famille. Et on lui dit, ouais, mais tu vas te faire avoir. Et puis c'est l'occasion ou jamais de prendre un chèque. Donc si tu acceptes de signer trop vite, et donc si on signe trop vite, ça veut dire qu'on a cédé. C'est l'image de la négociation en France. Et souvent, j'ai remarqué que... un mois, enfin au bout de 2-3 semaines qu'on avait commencé la discussion, d'un seul coup, il y a les arguments qui arrivent, qui n'étaient pas arrivés, et ou alors on va chercher l'avocat ou le droit du travail, et du coup ça devient très compliqué. Donc je ne sais pas à quel point l'employeur peut... vous n'avez pas parlé des syndicats, des représentations, des entretiens individuels, mais moi j'avoue que je disais toujours aux salariés, mais venez avec quelqu'un. Parce que sinon, le salarié se trouve lui-même entre l'employeur et le regard de la société, la famille, les parents, tu es en train de te faire avoir, les copains, moi j'ai eu 15 mois, tu vas en avoir que 8, tu te fais avoir. Et donc ça, je trouve que c'est... Enfin, je pense aussi que même en tant qu'employeur, moi je préférais voir le salarié accompagné, parce que je pouvais discuter avec quelqu'un. En fait, c'est une question de préparation. En égo, on dit toujours où est le fantôme. Quand je forme des avocats qui font du droit de la famille, je dis attention, est-ce que vous avez pris en compte l'intérêt
de la nouvelle compagne qui a aussi des enfants d'un premier lit, parce qu'en fait, faire coïncider les week-ends, ça l'impacte aussi. Donc, il faut, en jargon, on dit toujours, est-ce qu'on va réussir à faire remonter la négo à la maison ? Et il faut y penser, ces parties fantômes. Et moi, c'est quelque chose que je dévoile avec mes clients très rapidement, en disant, et qu'est-ce qu'on dit autour de vous ? Parce qu'il va falloir qu'ils puissent assumer la décision et la stratégie avec les autres, sinon il va être en dissonance cognitive et ça va être insupportable. Et déjà qu'ils se sentent un peu je sais pas comment on dit, puzzlés, hein, c'est encore pire, quoi. Et puis, il y en a tous le cousin qui est parti avec 3,5 millions, avec 6 mois d'ancienneté seulement, et je vous jure, c'est vrai. Donc ça aide pas, quoi. Et une négo, c'est pas juste une ancienneté et un salaire moyen, en fait. Ça va vraiment dépendre à chaque fois de chaque cas d'espèce. Et si c'est juste pour les parties, c'est juste pour les parties. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la gratte, c'est t'aurais pu avoir encore plus. Ouais, mais si on a optimisé et qu'on est dans les barèmes, on est bon, quoi. Et si c'est apaisé aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de la communication en entreprise. Moi, j'insiste beaucoup dans les négos pour que mon client puisse rédiger lui-même la feuille de chou là qui se passe dans l'entreprise, la petite gazette où il va dire au revoir, en fait. Et j'insiste aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui l'ait connu, qui puisse faire un mot authentique sur lui. Ça vaut de l'or. Si les employeurs m'écoutent, si vous voulez diminuer le chèque de vos salariés, mais donnez-leur de la reconnaissance. Et rien que le rendez-vous à 4, combien de fois on me le refuse, le rendez-vous à 4, alors que je briefe toujours mon confrère ou le DRH, parce que je parle beaucoup avec les DRH. Et à partir du moment où le salarié va pouvoir exposer ce qu'il a vécu, on ne dit pas qu'il n'y a pas de vérité, de toute façon chacun a sa vérité, mais quand il peut être reconnu dans ce qu'il a vécu, mais ça change absolument toute la discussion. Et ça va tout changer, en fait. Et on prend plus le temps de faire ça. Et parfois, je rigole parce que les processus de recrutement sont hyper longs. On se fait 11 entretiens avec je sais pas combien de personnes. Et pour sortir, on sort comme ça. Et je trouve ça extrêmement violent, en fait. Et on a pu s'aimer au départ parce qu'on s'est choisi dans une entreprise. Pourquoi on n'est pas capable de respecter au moins ça ? Parce que même s'il y a eu un moment, un conflit, il y a eu un moment où ça a fonctionné. Donc on peut capitaliser là-dessus, quoi. Alors moi, je vais rajouter un élément qui me vient en tête, c'est que souvent, dans le cadre de la négociation, souvent les personnes demandent une lettre de recommandation de l'employeur. Plus souvent, les personnes jeunes, d'ailleurs, demandent ça. Je vois ça récemment. Et quand tout se passe bien, quand on arrive à quelque chose de respectueux, il m'arrive souvent de proposer aux salariés d'écrire sa lettre de recommandation. Et derrière, le patron va la signer. Et d'expérience, c'est jamais délirant, c'est-à-dire que ce qui est écrit est juste et on peut s'accorder sur... Voilà, donc ça, c'est une première chose. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des partenaires sociaux. Et là-dessus, moi, j'ai 2 avis un peu opposés. Quand quelqu'un dit « je vais aller voir les partenaires sociaux », je dis juste attention, parce que si on est par exemple en période préélectorale, c'est leur intérêt qu'ils vont défendre et pas le vôtre. Donc il faut juste avoir ça en ligne de mire. Mais très souvent aussi, j'ai eu des partenaires sociaux qui étaient aidants dans la négociation, en faisant un peu redescendre la personne, en disant mais de toute façon, tu n'auras pas 24 mois, c'est absurde, les gens qui sont partis avant n'ont pas eu 24 mois, c'est même pas réaliste, on va se calmer. Et voilà, donc ça dépend des boîtes. Mais ouais. Moi, j'ai des expériences où ils peuvent être aidants, enveloppants, et c'est même eux qui s'adressent à nous, parce que quand on forme des partenaires sociaux, du coup, on se connaît. Et d'autres où on se dit, mais en fait, l'objectif, c'est de faire éclater la boîte, où ils mettent tout le monde en porte-à-faux. Parfois, j'ai du mal à comprendre aussi. Et c'est pareil, tu parlais de la médecine du travail et l'inspection du travail. Mais de toute façon, voilà, on est tous humains, donc, et puis c'est aussi des institutions qui sont complètement débordées et qui n'ont pas de moyens, quoi. Donc là, en ce moment, juste cette semaine, j'ai été au courant que 2 médecins de travail qui suivent des dossiers que je suis sont eux-mêmes en burn-out, donc sont plus dans les services. Donc forcément, non mais comment on peut avoir la disponibilité de prendre soin de l'autre quand soi-même on est cramé ? C'est triste quand même les constats qu'on peut faire. On se quitte sur cette touche négative, mais... Oui, En fait, peut-être pour finir sur quelque chose d'un peu positif, souvent on se dit que c'est dur de sortir quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté, qui ne voit pas bien les choses, etc. etc. Et il y a toujours une période de tension au moment de l'annonce,
mais quand quelqu'un ne fait pas le taf, il le sent et il le sait. Et donc très vite, la personne, enfin souvent, moi dans ce que j'ai observé, la personne se dit à un moment donné, en fait c'est un soulagement qu'on me propose de partir. Et dans ces conditions, l'enjeu derrière, c'est comment je me fais accompagner pour réfléchir à la suite de mon projet professionnel, comment je fais en sorte de ne pas répéter les mêmes schémas. Et donc moi j'insiste beaucoup, j'aime beaucoup l'outplacement et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir se faire accompagner pour bien réfléchir à la prochaine étape professionnelle, parce qu'on va en reprendre pour 10 ou 15 ans probablement. Et donc prendre ce temps comme un cadeau presque pour réfléchir à soi, à faire un bilan et voilà. Une dernière chose, pour faire un reset, parce que quand on est rentré dans le monde du travail, on avait une certaine vision des choses et les choses ont évolué, on a évolué. Et dans la vie, quand on bosse beaucoup, on a peu d'occasions de se redire est-ce que je suis vraiment alignée, est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que je vais finir comme ça. Et moi, j'aime le conflit parce que je le trouve hyper, quand on le prend correctement, créateur de valeur et au moins il nous permet, quand on est bien accompagné, c'est une occasion de refaire un petit peu un point, et je crois qu'on y gagne tous à refaire un petit point. C'est comme un contrôle technique, quoi. Un contrôle technique de est-ce que je suis au bon endroit, et il y a des gens qui rebondissent vachement bien, qui disent finalement c'est un mal pour un bien, parce que j'aurais continué comme ça des années, mais en fait je ne me prends plus aucun plaisir dans mon travail depuis des années, et là ça m'a donné l'occasion de, je sais pas, de me reformer, de repartir sur autre chose, et je suis heureux, épanoui. Donc finalement on peut faire du beau, et le conflit est juste un indicateur que ça ne fonctionne plus. Tout à fait. En plus, c'est complètement mon cas de figure. C'est exactement ce que j'ai vécu, donc avec un bon accompagnement, avec une rupture conventionnelle qui s'est très bien passée, mais avec un accompagnement long et une reconversion et autres. Donc c'est vrai qu'on peut... ça fait tellement très productif, très bien. Oui, bien sûr, on va bientôt conclure, mais je rajoute un mot rapide, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il y a des cabinets d'outplacement, mais il y a aussi d'excellents systèmes d'outplacement associatifs. Peut-être que certains connaissent l'Avarap, il y a d'autres associations de ce type-là, il y a Emploi Nouvelle-Donne, il y en a d'autres, et où quand on n'a pas négocié ça dans son départ, mais que finalement on se dit que c'est un peu raide de se retrouver chez soi, être accompagné de manière associative, ça coûte pas très cher et c'est d'excellente qualité. Donc je dis ça. Voilà. Mais ici à Uniagro, on témoigne souvent sur Avarap, effectivement, et on en parle beaucoup. Mais il y en a d'autres, oui, tout à fait. On essaye aussi d'apporter ça dans les conseils aux différents diplômés agro, leur suggérer différentes solutions. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, il va être maintenant l'heure de conclure. Alors, en conclusion pour la conférence de ce soir, je voudrais déjà remercier nos deux intervenantes. Je pense que c'était effectivement... Merci. Merci. Et la technique, ça allait y venir, oui, effectivement. Donc, merci Nicolas encore une fois pour cette conférence. Par rapport au thème de la conférence, je pense que la conclusion principale à retenir, c'est qu'il faut absolument, non pas forcément... Juliette me l'avait dit en préparant, on n'a pas forcément à maîtriser la négociation, les outils. C'est plutôt... Je vais dire, envisager plutôt sous le sens avoir la main, se dire qu'on a en soi toutes les cartes pour mener une bonne négociation. Et la première chose que l'on a dite et qu'on redira, c'est qu'il faut tout de suite, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut ne pas aller bien, se faire accompagner le plus vite possible. Après, on négocie le coût, mais en fait, effectivement, je pense qu'il faut effectivement avoir un tiers de confiance avec soi. Donc... Voilà pour cette conférence. Donc merci à tous pour votre participation, aussi bien ici que en ligne. Donc je vous rappelle que vous aurez de toute façon vous avez le replay, vous aurez la présentation. N'hésitez pas également à contacter nos deux intervenantes si vous avez besoin de continuer à discuter. Leurs coordonnées sont dans l'invitation, donc il n'y a pas de souci. Donc merci de nouveau pour la technique à Nicolas. Et puis pour ceux qui sont ici, écoutez, on va conclure et on va pouvoir continuer les discussions autour d'un petit cocktail tous ensemble. Et merci à tous. Au revoir. Non,